Soyez les bienvenus sur BFM Lyon, votre santé, comme chaque jeudi en partenariat avec le magazine Ma Santé. Cette semaine, c'est Philippe Fry qui m'accompagne, rédacteur en chef adjoint de Ma Santé, puisque Pascal s'est offert quelques jours de vacances. Bonsoir Philippe et bienvenue dans cette émission. Merci. Notre invité cette semaine, c'est le docteur Léa Leclerc, psychiatre addictologue aux Hospices Civils de Lyon, responsable des unités d'addictologie à l'hôpital Lyon-Sud. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. On va vous retrouver dans un instant pour parler de votre étude sur le cannabis thérapeutique et récréatif. Mais d'abord, on commence, même si Pascal n'est pas là, avec l'objet de la semaine. Et cette semaine, Philippe, vous nous présentez des pastilles de CBD. Oui, tout à fait. En fait, je vous ai amené des bonbons. C'est des Sympa. bonbons un peu spéciaux parce que donc ils sont au CBD, comme vous l'avez dit. Le cannabidiol, c'est un lointain cousin du cannabis, mais qui est parfaitement légal. Alors, il est cultivé à base de chanvre biologique par une marque française qui s'appelle Bioactif. Je vais vous montrer quand même. Dans ce coffret, on va trouver 3 sachets représentant 3 arômes différents. Alors, on en a à la menthe, on en a au citron et aux fruits rouges. Donc, leurs effets principaux, c'est anti-relaxant, apaisant. On dit aussi qu'ils ont des effets sur les troubles du sommeil et qui renforcent l'immunité. Voilà. Alors, seule recommandation, quand même, c'est 4 pastilles par jour. Et pour les femmes enceintes et les enfants, on demande un avis médical. Vous les avez testés déjà ou pas? Je les ai goûtés, c'est excellent, et je vous laisserai les paquets en partant. Eh ben, c'est gentil Philippe. Je profite de vous avoir, docteur Léa Leclerc, sur le plateau. Le CBD, c'est vraiment sans danger, il n'y a aucun risque? Alors, en tout cas, le CBD, comme vous l'avez bien dit, c'est un des composants qu'on peut retrouver dans le cannabis. C'est un composant qui est légèrement psychoactif, mais bien moins que certains de ses cousins, d'autres composants. Et du coup, celui-là n'implique pas d'addiction, ne va pas entraîner de troubles mentaux. En tout cas, on le déconseille également pour conduire. Ça n'a pas été dit, mais quand les personnes en consomment, on leur demande de faire attention quand même. Pour conduire ou pour avoir des activités un petit peu importantes. Merci pour toutes ces précisions. On rentre dans le vif du sujet avec vous. Tout de suite, on passe à l'interview de votre santé. Je le rappelle, docteur, vous êtes psychiatre addictologue aux Hospices Civils de Lyon, responsable des unités d'addictologie à l'hôpital Lyon-Sud. La France est donc le pays le plus gros consommateur de cannabis en Europe. Le débat sur sa légalisation revient assez régulièrement sur la table. Doit-on le dépénaliser? Doit-on faire une différence entre l'usage médical et l'usage récréatif? Vous menez une étude justement qui donne la parole aux psychiatres sur ce sujet. On va y revenir dans un instant, mais d'abord, pour qu'on pose le décor, de quoi parle-t-on quand on parle de cannabis thérapeutique à visée médicale? Alors oui, c'est important de le souligner. Finalement, dans mon enquête, on en parle bien. On différencie l'usage récréatif, qui est l'usage que les personnes vont en faire pour avoir des effets, en tout cas un petit peu planants, des effets qu'on va retrouver dans les consommations des personnes au quotidien ou de façon itérative. Voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça récréatif. Alors qu'à usage médical, il va y avoir vraiment une fonction thérapeutique. Donc on préfère utiliser à usage médical le terme, justement. Et il y a des indications qui sont très précises. En tout cas, dans les interventions qui se passent en France, il y a en ce moment des essais qui sont faits dans plusieurs hôpitaux. Les indications sont très précises. C'est des douleurs, dans les prises en charge de soins palliatifs, pour le cancer, etc. Voilà, donc c'est très différent. Et c'est prescrit. Alors justement, il y a une expérimentation en cours actuellement à l'hôpital Lyon-Sud. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, cette expérimentation, elle a lieu en soins palliatifs, justement. Ça a débuté il y a quelques mois, donc pour l'instant, on ne connaît pas les résultats de cette expérimentation. Et les personnes qui vont utiliser ce cannabis, ce sont des personnes qui sont avec des douleurs chroniques en lien avec le cancer. Ce n'est pas du tout des indications psychiatriques, en tout cas. Voilà, c'est des indications physique. Alors d'après votre étude, près de 80% des psychiatres sont favorables au cannabis thérapeutique.
Pourquoi, en quoi peut-il aider certains patients? Alors, c'est une très bonne question parce que dans mon étude, non seulement on les interroge de façon vraiment très brute sur est-ce qu'ils sont OK ou pas avec le fait de légaliser l'usage thérapeutique, mais finalement, quand on zoome un petit peu sur les raisons et les indications, on voit que, alors c'est surtout le CBD qui l'emporte, mais que peut-être il aurait un intérêt en psychiatrie puisqu'il est utilisé déjà de façon récréative pour les troubles anxieux, pour des troubles du sommeil, par exemple. Mais il faut qu'on soit très prudent parce que dans le cannabis, il y a du THC. Le THC, le tétrahydrocannabinol, qui est la molécule la plus psychoactive et qui peut aggraver justement les troubles psychiatriques. Et justement, le cannabis thérapeutique, il peut être utilisé pour tout le monde, que pour certains patients, pour quel type, pour quelle pathologie? Alors là, les indications sont précises pour des pathologies qui sont organiques. Donc, douleurs neuropathiques, de sclérose en plaques, les épilepsies sévères, par exemple. Donc on n'est pas du tout encore dans le champ de la psychiatrie, mais on commence à se poser la question, notamment pour le CBD. D'ailleurs, dans mon étude, il y a 60% des psychiatres qui seraient prêts à prescrire du CBD pour des indications de troubles du sommeil ou d'anxiété. Et on a peu de littérature là-dessus aujourd'hui. Ça commence à susciter l'intérêt du monde médical. Et donc, c'est une vraie question. Est-ce qu'on pourrait l'utiliser pour les troubles psychiatriques? Alors votre étude, il y a un autre chiffre étonnant, c'est qu'elle dit qu'il y a plus de la moitié des psychiatres qui seraient aussi favorables à la législation du cannabis récréatif. Oui. C'est aussi étonnant qu'on le croit? Finalement, les arguments qu'ils avancent, les personnes qui sont favorables, c'est pour permettre la mise en place d'un système de prévention vraiment efficace, notamment dans les collèges par exemple. Ce qu'il y a peu en ce moment en France, c'est beaucoup des campagnes de communication, mais il y a peu de campagnes de sensibilisation vraies avec des interventions sur le terrain. Leurs arguments, c'est aussi de limiter l'augmentation du THC dans les produits, qui est le produit en fait qui est le plus néfaste, qui crée des dépendances, des troubles mentaux, dont la schizophrénie. Et donc, de réguler le marché et de réguler la composition du produit, ça peut prévenir finalement. Donc voilà, c'est ces arguments-là, mais qui sont contrebalancés par d'autres arguments. Justement, il y a certains psychiatres qui alertent en revanche en mettant en avant les dangers du cannabis, Oui. notamment sur le comportement. C'est un risque qu'il ne faut pas négliger. Absolument. C'est vrai que les personnes qui ont répondu, les psychiatres qui ont répondu à ce sondage de façon défavorable à la légalisation, ce qu'ils mettent en avant, c'est des arguments aussi très forts, c'est-à-dire qu'ils redoutent l'impact sur la santé globale des patients, donc physique et psychiatrique. Ils redoutent également l'augmentation des troubles psychotiques, dont la schizophrénie, et c'est une vraie question aussi, et l'impact négatif sociétal global, c'est-à-dire l'implication du cannabis dans les accidents de voie publique, les accidents de voiture, le décrochage scolaire. Et ça, ce sont aussi, c'est contrebalancé. Voilà, on est sur du 53% de favorables et voilà, on est sur ça reste vraiment... Et on le voit dans la société, le débat est lancé depuis longtemps maintenant, oui. Et il est loin de faire l'unanimité. En juin dernier, un rapport a été remis d'ailleurs à l'Assemblée nationale. Il Oui. proposait une légalisation encadrée et régulée du cannabis récréatif. Est-ce que c'est réellement possible de réguler? Vous comprenez ceux qui craignent que ce soit peut-être la porte ouverte à encore plus de dérives? Je pense qu'il faut vraiment réfléchir à un système de façon intelligente, de façon cohérente. Là, on voit qu'il y a quand même une grosse utilisation du cannabis en France, que le modèle finalement répressif, il a des limites. On peut regarder les exemples en Outre-mer de ce qui se passe au Canada, de ce qui se passe aux États-Unis. Le modèle canadien est un modèle très intéressant et je pense qu'au-delà du débat qui est un débat à la fois politique, citoyen, médical, il faut que tout le monde réfléchisse, qu'on s'adapte et puis peut-être qu'on regarde aussi les exemples qu'il y a en Outre-mer qui sont assez récents. Donc il faut rester prudent, mais il faut rester pragmatique. C'est pas... Alors c'est une longue réflexion effectivement, mais est-ce que vous pensez quand même que la France est prête ou sera prête un jour à accepter la dépénalisation du cannabis ? Je pense que peut-être il faut réfléchir par palier. Là, l'urgence, ça va être de proposer vraiment des éléments de prévention, parce qu'on voit que quand même, on est les premiers consommateurs d'Europe. Il y a beaucoup de jeunes de moins de 25 ans qui consomment. Donc, peut-être que avant de se précipiter sur un modèle qui va tout révolutionner, déjà proposer des modèles de prévention, intervenir auprès des jeunes, ça c'est ce qui va être le plus intéressant finalement. Et
c'est très banalisé, la consommation de cannabis. Il y a peu de consommateurs qui connaissent les risques cardiovasculaires, qui connaissent les risques sur la santé mentale. Donc déjà, ouvrir ce dialogue-là, sans attendre qu'il y ait une dépénalisation ou une légalisation, je pense que ce serait très pertinent déjà. Merci, docteur Léa Leclerc, d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions. Vous restez avec nous pour la fin de cette émission. On passe tout de suite à l'agenda. Le 28 février, Philippe, ce sera la journée internationale des maladies rares. Oui, tout à fait. Alors c'est surtout pour nous là l'occasion de rappeler qu'en fait le nombre de maladies rares, elles ont beau être rares, il y en a énormément, beaucoup plus qu'on croit. Il y en a on en a recensé plus de 7000. Alors rien qu'en France, c'est 3 millions de Français qui sont touchés de près ou de loin. Plus de la moitié auront sans doute jamais de réponse. Alors on sait pourquoi, parce que quand on n'a qu'une dizaine ou une centaine de patients concernés, il n'y a pas de moyen pour la recherche et donc pas de réponse à ces questions-là. D'où l'importance de cette journée internationale des maladies rares le 28 février prochain. Le chiffre de la semaine à présent. Le nombre 20, Philippe. Oui, 20, c'est le nombre d'EHPAD de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui ont été ciblés pour des inspections. Alors là, on est dans le cadre du scandale Orpea. Et donc la région a identifié ces établissements. Alors il y a 9000 établissements dans la région, publics, privés, donc ça fait pas beaucoup. Mais voilà, ces établissements ont été ciblés pour des déclarations d'usagers ou de professionnels de santé. Et donc ils feront l'objet de contrôles d'ici la fin du mois de mars. Merci Philippe d'avoir été avec moi pour cette première dans Votre Santé. On se retrouve la semaine prochaine, évidemment. Passez une très bonne soirée sur BFM Lyon.